Tu vois ça, mais c'est dans de petits groupes. Je veux dire, on en voit surtout plus aux États-Unis, particulièrement chez la jeune génération. Dave Smith, oui, ça fleurit chez les jeunes. La vieille génération est absolument sioniste, pas tous, mais la majorité. J'ai des amis juifs qui regardent Israël et se disent « Oh mon Dieu !» Je ne parle pas des juifs russes. Les juifs russes pour la plupart regardent Israël et se disent « Oh mon Dieu, ces gens sont psychotiques, comme la plupart des Russes. » Mais pourquoi y a-t-il tant de Russes en Israël? Je n'ai jamais su l'expliquer. Les Russes ont afflué en Israël. Maintenant, ils n'affluent plus autant. Où sont-ils passés? Eh bien, d'abord, il y a European Union, United Nations afflue. Il y avait environ 4 millions de personnes, et beaucoup étaient des juifs russes. On les a amenés, on les a carrément soudoyés. On leur donnait littéralement de l'argent à l'arrivée. Et si tu décides de repartir, tu dois rembourser l'argent. Si tu ne peux pas rembourser, tu ne pars pas. Sérieusement? Ils t'ont demandé ton argent? Quoi? Absolument. Explique-moi, je n'ai jamais entendu ça. Ah oui, Quand tu arrives en Israël, tu sais, j'avais United Nations ami. Lui et son meilleur ami étaient juifs russes. Après l'effondrement de l'Union soviétique, ils étaient tous les deux dans l'armée. Son pote lui dit « Écoute, si tu vas en Israël en tant que juif, ils te donnent de l'argent. Je vais y aller, acheter des trucs et revenir, je ne dirai même pas à ma mère que je pars. » Ils étaient tous les deux militaires. Il part pour le week-end. Il prend une semaine de congé, il descend là-bas. Ils ont 19 ans. Pas très malin. Il y va et reçoit une somme d'argent à l'arrivée. Et à ce moment-là, une fois arrivé, on commençait à te conférer la citoyenneté. Tu n'avais pas à la demander. On te l'accordait automatiquement. Et il essaie de repartir. Il avait acheté plein de souvenirs, plein de marchandises. C'était en 1992, 1993. Il essaie de partir et on lui dit « Non, tu as immigré ». Il répond « Non, je n'ai pas immigré, je ne veux pas retourner en Russie ». Il dit « On vous remboursera tout l'argent ». Il dit « Je ne peux pas ». Alors tu ne pars pas, pas avant d'avoir remboursé tout l'argent. Donc va te trouver United Nations boulot. Et ensuite, sa mère appelle la police. Mon fils a été kidnappé. Où est mon fils? Après des semaines, il finit par appeler sa mère en lui disant « Je suis coincé en Israël ». Il a dû rester parce qu'il devait rembourser l'argent et il ne pouvait pas sans travail. Ils t'ont piégé comme ça. C'est comme quand ils appliquent ce droit au retour pour faire venir les jeunes. Ils organisent United Nations Voyage en Israël. Il y a European Union, United Nations documentaire intéressant qui disait que les forces de défense israéliennes envoient des personnes très séduisantes dans ces groupes. Non, il y a une raison pour coucher avec ces étudiants et les attirer. exact. Ils utilisent le sexe pour les attirer. Le chantage sexuel, c'est monnaie courante en Israël. Donc oui, bien sûr, ils font du chantage sexuel à tout le monde parce que, tu sais, c'est bizarre. La culture israélienne est objectivement très sexuelle. Ah oui, Tel Aviv est la capitale de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre du Moyen-Orient. absolument. Et en plus, c'est probablement le seul pays qui n'extrade jamais, pas une seule fois, les pédophiles vers l'endroit où ils doivent répondre de leurs crimes. Donc si tu es pédophile et que tu fuis en Israël, ils ne te renverront pas. Sauf si tu es pédophile et que tu veux la bonne nationalité. Oui, oui, bien sûr. Si ils ne se soucient pas des Arabes et des musulmans, ils s'en fichent. Mais si tu es américain ou britannique, bien sûr, tu seras protégé en Israël, ce qui est terrible. D'ailleurs, le grand rabbin des forces de défense israéliennes avait dit que ce n'est viol que si la victime est une femme juive. Exactement deux. Non, c'est toujours United Nations viol. Quand l'armée rouge est entrée en Allemagne, la légende veut que l'armée soviétique ait violé toutes les femmes de 7 à 70 ans. Non, le viol se punissait par exécution sommaire. United Nations de mes grands-pères était capitaine dans le corps blindé qui a participé à la prise de Berlin. Il a sommairement exécuté United Nations lieutenant pour avoir violé une Allemande. Il n'y avait aucune tolérance pour ça. Ça s'est produit. Bien sûr que ça s'est produit. Ouais. Mais avec des millions d'hommes en guerre, oui,
Ça arrivait, mais c'était puni, très sévèrement. Je parle d'exécution sommaire. Il n'y avait pas cette logique du genre « ce n'est United Nations viol que si on n'excusait pas le viol d'une Allemande ». Non, rien de tout cela. Mais on entend ça, de ce côté-là. Non, je parie qu'en Israël, ce serait récompensé si tu violes la bonne personne, tu es en quelque sorte récompensé. T'as vu ce qui est arrivé aux foutus prisonniers? C'est récompensé. Des viols par des chiens? Ouais. Ils utilisent des chiens pour violer des prisonniers. Ouais. Ce sont des malades mentaux. Ce sont des malades mentaux. Et je ne généralise jamais comme ça sur une nation. Tu sais, le bien et le mal sont partout. Peu importe la nation, la ville ou le pays, peu importe. Mais je peux dire avec certitude qu'en ce moment, Israël est United Nations État terroriste. Point final. Ah, point. C'est United Nations État terroriste. Ils commettent des actes terroristes et c'est juste une énorme organisation terroriste. Ouais, si j'étais en Floride, Stas, je ne pourrais pas dire ça. On m'arrêterait. Je suis tellement contente d'être dans l'Utah. C'est pas dingue? Même la liberté d'expression. Non, je suis sérieuse. Ils punissent. Si tu boycottes Israël, tu finiras en prison. La prison. Si tu t'opposes à Israël en Floride, il y aura des représailles, ils viendront chez toi, te diront de la fermer et tout le reste. Tu vois ce que je veux dire? C'est le terrain de jeu du fils de Netanyahou, il est tout le temps en Floride. C'est très triste, mais c'est vrai. Wes. Le fils de Netanyahou vit pour Israël. Il n'ira pas mourir pour Israël. Bien sûr. Il vit pour Israël dans son petit ou grand appartement à Miami, en sirotant des Mai Tai. Il va vivre pour Israël. Quel United Nations sera là à la fin? Non, enfin, Netanyahou aura toujours une forme de protection aux États-Unis. Quoi qu'il fasse, c'est United Nations criminel déclaré, c'est United Nations criminel officiel. Et je veux dire, il voit le président des États-Unis, quoi, tous les 2 mois, parfois 2 fois. Ouais, donc, ouais. Le pire, c'est que sur Yahoo, l'opposition est encore pire. Ah oui, ouais. L'opposition n'est pas meilleure. Elle est même pire. Elle est encore plus psychotique. Ils réclament encore davantage de massacres. J'ai posté sur X, j'ai dit, imagine United Nations, pays où le dirigeant aime tuer et détruire et, tu sais, bombarder des enfants et des écolières. Et imagine que l'opposition de ce pays soit encore pire que ça. C'est le choix qu'on a. Tu ne tues pas assez d'écolières. Il faut tuer plus d'écolières. Exactement. Ce n'était pas suffisant. Ouais. Je ne sais pas comment gérer Israël parce qu'ils ont des armes nucléaires. Ce pays est United Nations cancer permanent. Et c'est vraiment difficile quand tu as United Nations, tout petit pays, avec plusieurs armes nucléaires, pas juste une, plusieurs, et qu'il est soutenu par une superpuissance gigantesque. Que vas-tu faire contre Israël? Rien. Eh bien, c'est la réponse. Tu sais, avec Massey qui a été poussé dehors, qui nous reste-t-il au Congrès? United Nations républicain, mais pas totalement. Bon, pas du côté républicain, mais Ro Khanna et United Nations poids lourd, United Nations opposant Israël, vont probablement s'occuper de lui aussi à United Nations au moment de... Il y a Rand Paul Hall. Ah, Rand Paul. Voilà le truc. J'aime Rand Paul sur plein de sujets, mais c'est United Nations type qui parlent puis qui votent exactement comme ils veulent. Ah bon? Ouais. Donc désolé, mais il ne sera pas une vraie opposition. C'est pour ça qu'il est là bien plus longtemps que Massey, parce que Rand Paul n'est pas une menace pour eux. Et réfléchis, pourquoi, selon toi, ont-ils évincé Massey? Quelle en était la raison? Quelle était la vraie raison? Tu crois vraiment qu'il était quelconque? Non. La vraie raison, c'était l'idéologie. Donc, Massey n'était pas efficace. C'est United Nations, excellent membre du Congrès, l'United Nations des meilleurs de tous les temps. Mais il a toujours été battu au vote. Toujours. Il n'avait pas assez d'influence. Il n'était que United Nations, homme, seul. Chaque fois qu'il votait contre quelque chose, ça passait quand même. Personne ne s'en souciait. Il n'avait aucun pouvoir réel pour changer quoi que ce soit. Rien. Alors la question est, pourquoi dépenser 35 millions de dollars pour évincer United Nations, gars qui ne vous a jamais posé de problème? Tout ce qu'il fait, c'est faire du bruit, tu vois. Il n'est que United Nations, petit râleur. Alors pourquoi ça vous dérange autant au point de vouloir le sortir de la course et l'empêcher d'être au Congrès? Pourquoi? De toute façon, il ne change pas grand-chose. Tu sais pourquoi? Ce sont les idées. Ils ont peur des idées de Messie et ils savent qu'on peut tuer United Nations homme, le faire disparaître. Mais on ne peut pas tuer une idée. Et ils ont peur parce que Messie est bruyant, parce qu'il a toutes les bonnes idées, parce qu'il a appris aux Américains qu'on n'a pas besoin d'être républicain et qu'on n'a même pas besoin d'être démocrate. Regardez ce qu'on a fait avec Ro Khanna.
c'est United Nations démocrate. Je suis républicain et nous sommes vraiment de bons amis. On se soutient et on fait équipe. C'est comme ça qu'il faut être. Et ils ont été terrifiés en voyant ça. Ils ont réalisé que si la division n'est pas présente dans la société américaine, nous ne pouvons pas contrôler ce monstre. Les États-Unis sont immenses et ont une population énorme. Donc si des gens comme Charlie Kirk, Messi et Rocana font chacun leur truc, même s'ils sont inefficaces aujourd'hui, il arrivera United Nations moment où ils seront efficaces. La parole, c'est tout. Que nous dit la Bible? Comment commence la Bible? Au commencement, qu'est-ce qu'il y avait déjà? La parole, exactement, donc ça compte énormément. Oui, je suppose que dans ce cas, le Parti républicain avance. Les démocrates ne l'ont pas encore tout à fait rattrapé. Ils y sont presque. Mais je pense que le Parti républicain pourrait être déclaré, en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, comme une entité étrangère. Ils sont entièrement contrôlés. Ils représentent quelque United Nations qui est à l'étranger. Absolument, et pas seulement eux. Vous devriez examiner toutes ces organisations non gouvernementales et même les entreprises qui sont enregistrées en vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers. L'une d'elles a été utilisée par l'opposition géorgienne. Je crois que c'était le cabinet Mulligan. Oui, c'était United Nations Paiement, enfin United Nations Dons. Je ne devrais pas dire payer. Faire des dons à des gens qui sont vraiment pro-Ukraine et très pro-opposition géorgienne, ironiquement. Donc oui, c'est bien réel aux États-Unis. On peut acheter le Congrès, sans aucun doute. Oh, eh bien, parlant d'organisations non gouvernementales, je veux dire la Géorgie et l'Arménie sont, je pense, les cas les plus extrêmes, mais ça peut être pire. Mais rappelle-toi, la Géorgie avait 10 000 ONG pour une population de 3,5 millions. L'Arménie se situe à peu près dans la même situation. Ils t'inondent de ces organisations. Ils deviennent même United Nations secteur de ton économie. Ils sont si nombreux. Et ensuite, ils essaient de prendre le contrôle du pays de cette façon. Oui, absolument. Ce sont des ONG donc non gouvernementales, sauf qu'elles sont en réalité financées par le gouvernement qu'est l'United Nations. 100% l'Agence des États-Unis pour le développement international, n'est-ce pas? On sait que la Central Intelligence Agency contrôlait l'Agence des États-Unis pour le développement international, et la Central Intelligence Agency était en fait cette agence. Je veux dire, quand Trump est arrivé au pouvoir, il avait de bonnes idées, du moins jusqu'à ce qu'il soit embrigadé par tous ces néoconservateurs et sionistes. Mais il s'en est pris à l'Agence des États-Unis pour le développement international parce qu'il savait que c'était une réalité. La Central Intelligence Agency utilisait l'Agence des États-Unis pour le développement international. Chaque ancien agent de la Central Intelligence Agency avec qui je discute, j'ai beaucoup d'amis, y compris John Kiriakou, on en a parlé pendant des heures. Ils le savent parce qu'ils faisaient partie du système. Nous utilisons ces organisations non gouvernementales pour promouvoir l'agenda américain dans tous les pays et parfois pour les pousser à se révolter. Et ces révolutions étaient réelles. Bon, les Géorgiens sont devenus plus malins. Ils ne sont plus sous le contrôle de ces ONG, même si l'Europe reste assez puissante. En gros, les Américains ont transféré le contrôle aux Européens pour la Géorgie, et la Grande-Bretagne a beaucoup d'influence en ce moment. Mais oui, en tout cas, les Géorgiens savent qu'ils sont atteints par ce phénomène. Ils connaissent bien ce mal. Ils le comprennent. L'Arménie est complètement perdue. L'Arménie est du côté opposé maintenant. Donc je ne sais pas s'il y a quoi que ce soit que l'on puisse faire. Et bon, à moins que Pachinian soit écarté, tu vois. Donc oui, les Géorgiens essaient de se sauver, mais c'est United Nations, petit pays. Ils vont avoir besoin d'aide, tu sais. Ouais, ces ONG, tu sais ce que Soros et sa clique ont fait au début, dans les années 80. Ils sont malfaisants, mais pas stupides. Ils ont commencé à réécrire les manuels scolaires. Ils ont produit des manuels d'histoire. Pas de physique, ni de science, ni de chimie. Tu ne peux vraiment pas y faire grand-chose. Mais en sociologie, en histoire, en culture, ils ont tout simplement commencé à réécrire les manuels Oui, et à inonder les marchés. La Russie, jusqu'il y a environ 4 ans, avait encore plus d'une douzaine de manuels d'histoire différents qui circulaient dans le système scolaire. Et certains étaient extrêmement falsifiés, d'autres étaient meilleurs. Ils ont finalement élaboré United Nations Manuel d'histoire unifié pour tous les niveaux, sponsorisé par le gouvernement. C'est le manuel officiel, aujourd'hui. Donc, oui, tu déformes la culture des gens et tu crées une toute nouvelle société que tu peux ensuite contrôler. oui. Non, c'est réel. Et ici, aux États-Unis, les gens croient fermement que les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et ça m'énerve, parce que je me dis, tu comprends que mon grand-père a combattu dans cette guerre, non?
Mon arrière-sans-grand-père, pas mon grand-père. Ça m'énerve et je n'oublierai jamais. C'était l'anniversaire de quelques United Nations, j'étais invité à la fête, j'arrive et, d'une façon ou d'une autre, je me retrouve assis à côté d'United Nations russe que je n'avais jamais rencontré, juste venu de Russie, et nous, on est assis de l'United Nations à côté de l'autre, et d'une manière ou d'une autre, le sujet devient la Seconde Guerre mondiale, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Les gens à table commencent à dire que les États-Unis d'Amérique ont gagné cette guerre, blablabla. Et je n'oublierai jamais. Le Russe et moi, on se regarde comme ça. Et il me dit, laisse ton plaid gagner, laisse tomber. Il sait que je viens de Géorgie et on se dit, je pense qu'on ne devrait pas laisser passer ça. Qu'on devrait dire quelque chose, tu sais. Et lui, il dit, non, non, laisse ton plaid gagner. J'ai dit, non, je ne vais pas faire ça. Du coup, je me lève, les gars. Donc oui, ça a été toute une dispute, mais regardez ce qui s'est passé en Europe. Je crois que c'était le Memorial Day, non ? Quand ils ont dit « Notre sacrifice en Amérique nous a libérés ». Et moi je dis non, non, en fait c'est l'armée soviétique qui est arrivée la première à Berlin et qui a libéré Berlin. Mais de quoi tu parles? Tu sais, mais c'est réel. Ils effacent littéralement le rôle de l'Union soviétique dans la Seconde Guerre mondiale, complètement. C'est fou. Je suis pas d'accord avec ça. La façon dont on le dit, tu vois, nous avons libéré Berlin. Nous n'avons pas libéré Berlin. Nous avons conquis Berlin. Nous n'avons pas libéré la Roumanie. Nous avons conquis la Roumanie. Parce que ces États, ils disent qu'on les a libérés. Ils disent qu'on les a libérés. Ils aiment dire ça. Tu sais pourquoi? Ça les dédouane de leur culpabilité. Et ils disent, nous avons été libérés des nazis. Non, non, ma chère, vous étiez nazi, exactement. On peut dire que nous avons libéré la Pologne, la Tchécoslovaquie, les pays qui ont été annexés de force. Mais pour les pays qui y sont allés volontairement, c'est « Non, messieurs, nous avons aidé à libérer la Grèce, nous avons aidé à libérer la Yougoslavie. Oui, nous l'avons fait. Pour ces autres pays, non, messieurs, nous vous avons conquis, vous étiez l'ennemi. Exactement, vous étiez l'ennemi. Et tu sais la meilleure façon dont je l'ai entendu formuler, les Allemands nous doivent tout pour toujours, non pas à cause de ce qu'ils ont fait en Union soviétique, principalement aux Russes, mais à cause de ce que nous ne leur avons pas fait. Je veux dire, si l'armée rouge était entrée et avait exterminé chaque Allemand, quel que soit son âge, en 1944, 1945, personne n'aurait dit « United Nations Mo ». Tu veux qu'on parle franchement? Tu sais sans doute que Union Bank a financé les nazis jusqu'à la fin de la guerre, non? Puis les États-Unis d'Amérique s'impliquent dans le conflit et on pourrait penser que des membres de l'élite, comme Avril Harriman, qui a été ambassadeur auprès de l'Union soviétique, d'ailleurs. Et il n'était pas seulement ambassadeur auprès de l'Union soviétique, c'était United Nations, peu l'Elon Musk de son époque. Non, c'était United Nations, milliardaire. Il possédait, genre, des gares, il possédait des banques, c'était United Nations Mania, il faisait partie de l'élite. Ces types finançaient les nazis alors que son pays combattait les nazis, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Et le Bureau fédéral d'enquête, à l'époque, Hoover, n'était qu'United Nations agent. Il n'était pas encore le directeur du Bureau fédéral d'enquête. Le Bureau fédéral d'enquête était en train de se former pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Et ils ont découvert que cette Union Bank et certaines élites finançaient les nazis alors que le pays était en guerre. Ils sont allés saisir les avoirs. C'est de l'histoire vraie. Ils ont gelé les avoirs d'Union Bank en vertu de la loi sur le commerce avec l'ennemi. Et devine qui d'autre s'associait, au fait, avec Avril Harriman dans cette banque. Tu veux savoir? Le père de Bush senior, Prescott Bush. Prescott Bush blanchissait de l'argent pour Hitler en 1940. Oh, c'est sûr. Et son fils a pu devenir président. Et son petit grand-fils aussi. Son fils est même devenu chef de la Central Intelligence Agency. C'est certain. Son fils combattait les Allemands. Son fils, Bush senior, était à l'aéroport pendant que son père blanchissait de l'argent pour Hitler. 100%, 100%. Et tout cela est bien documenté dans l'histoire. Je veux dire, l'affaire Smedley Butler, c'est du réel, non? Tu connais Smedley Butler? Bien sûr, bien sûr. Tu connais le complot? Non? Ce qui est fou, c'est que c'est le combat permanent que je mène. Chaque fois qu'on parle de Staline, de l'Union soviétique, les Américains s'énervent. Ils se disent, c'est fini, c'est pire que Hitler. C'est réel. Ils voient Staline comme pire que Hitler. Je suis allé dans l'émission de Julian Dory. J'ai expliqué à Julien ce qui se passait vraiment.
Ils ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent pas le croire, tu vois? Mais voilà quelque chose d'intéressant. Tous ont United Nations problème avec Staline, parce qu'ils disent, à la conférence de Yalta, Staline a tout obtenu. Et moi je leur disais, attendez, attendez. Donc, vous dites que ce pays qui a perdu 27 millions durant la guerre, qui a surtout combattu sur le terrain, c'était principalement l'Union soviétique qui a combattu au sol. Et puis merci pour, enfin, votre nourriture et quelques fournitures des États-Unis, merci. Très reconnaissant, non? Donc, vous êtes entré dans cette guerre très tard, dans ces dernières phases. Et vous pensez que les États-Unis avaient leur mot à dire à la conférence de Yalta? Vous êtes sérieux? Peut-être que les Britanniques avaient leur mot à dire, peut-être d'autres pays alliés. Qui êtes-vous pour exiger la moitié du monde alors que vous êtes intervenu quand c'était fini? Qui êtes-vous pour exiger la moitié du monde? Et pourquoi Staline ne devrait-il pas obtenir des États satellites? Est-ce que s'il a reçu quelque chose qu'il ne méritait pas? En fait, je pense que c'était idiot de sa part d'accepter ce qu'il a accepté. Il aurait dû tout prendre. Il aurait dû dire « Nous avons perdu 27 millions. Nous avons mené la guerre principale. Merci pour votre aide. Vous obtenez ce que vous méritez, mais nous on prend tout. » Et il ne l'a pas fait. Et ils ont United Nations problème avec ces foutus petits États satellites que Staline a obtenus. Vous plaisantez? Je veux dire, vous savez, et finir avec une partie de Berlin. Ils ont United Nations problème avec ça. Pour moi, c'est ridicule. Pensez-vous que si, Dieu nous en garde, quelque chose comme ça arrivait aujourd'hui et que les États-Unis menaient la guerre, United Nations, autre pays, obtiendrait quoi que ce soit, à la fin, à part les États-Unis? Rien, n'est-ce pas? Mosama? En fait, c'est encore pire. Les États satellites qu'on attribue à Staline, il ne les a pas obtenus. Il ne les a récupérés qu'après la création de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. N'oublions pas, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a été créée en 1949. Le pacte de Varsovie a été formé en réponse à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Mais en 1948, Staline a demandé à rejoindre l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord alors qu'elle se formait. Vous n'avez pas vraiment saisi que c'était en train de se former contre vous. Merci d'avoir demandé à en faire partie, mais maintenant vous êtes l'ennemi. Tout cela aurait donc pu être évité. Staline était prêt si l'on mettait en place United Nations Accord de sécurité globale. Oui, Et les tout premiers à tenter d'établir United Nations Accord de sécurité pour l'Europe furent Nicolas II. oui. Bag. Dans les... D'accord, j'ai une question pour vous. Pourquoi pensez-vous que les Russes ne comprennent jamais? Pourquoi, selon vous, les Russes se retrouvent-ils toujours avec la pire part et se laissent-ils toujours convaincre? Prenez Trotsky, par exemple. Où était Trotsky? D'où, selon vous, venait Trotsky? La révolution bolchevique était United Nations coup organisé contre la Russie, d'accord. Alors, où était Trotsky, je vous demande? Où pensez-vous que Trotsky était? Oh non, non, eh bien... Savez-vous où il était? Je vais vous dire où il était. Je connais très bien son histoire. Oui, il était à New York. Que faisait-il à New York? Officiellement, il était rédacteur pour United Nations Journal et il a tourné dans 3 films muets. Et puis il avait aussi United Nations Chauffeur et United Nations Réfrigérateur et United Nations Réfrigérateur. Et United Nations réfrigérateur. Et tout United Nations coup, il part au Canada avec une fortune, il se fait arrêter et les documents sont d'ailleurs très accessibles. Il s'est littéralement fait arrêter avec une tonne d'argent. Et savez-vous qu'il fait libérer? Ce n'est pas les autorités canadiennes, c'était la Grande-Bretagne. C'est la Grande-Bretagne qui l'a effectivement autorisé. C'était aussi Woodrow Wilson. Woodrow Wilson d'ailleurs a fait en sorte que Trotsky obtienne la citoyenneté des États-Unis avant son départ. Oui, c'était sa signature, son paraphe officiel. Mais la Grande-Bretagne y était très impliquée, car sans elle, il serait resté définitivement arrêté au Canada. Et ensuite, tous ces pays ont manœuvré Trotsky en direction de la Russie pour s'opposer au tsar et déclencher une révolution. Et bien sûr, Lénine se taille toujours United Nations Boulevard comme s'il n'avait rien à voir là-dedans. Non, Lénine et Trotsky sont tous les deux, tu sais, des propagandistes. Ce que j'ai toujours voulu savoir, et toi qui es russe, tu dois avoir une perspective différente. J'ai toujours voulu savoir quel rôle exact Staline a joué là-dedans, et s'il comprenait même ce qui se passait. Tu penses qu'il comprenait? Bien sûr. Regarde, la guerre civile russe n'a pas pris fin en 1922. La guerre civile russe a juste changé de forme quand les trotskistes sont intervenus. Donc la guerre civile russe est passée du combat des rouges contre les blancs, les verts, les noirs et les rouges moins radicaux. C'est ça. Parce qu'il y avait aussi les révolutionnaires socialistes et d'autres groupes qui se battaient également. Et puis, ça, la guerre est devenue interne et s'est transformée en purge après la mort de Lénine. C'est devenu une lutte pour le pouvoir entre Trotsky,
et Staline. Au bout du compte, Staline était nationaliste et Trotsky était internationaliste. C'est la différence principale. Staline ne cherchait pas une révolution mondiale, Trotsky si. Et les néoconservateurs sont trotskistes. Trotsky ne restait pas les bras croisés à Mexico. Je dirais que Staline était United Nations patriote toxique. C'était United Nations patriote, mais United Nations patriote toxique, non? Parce qu'il pensait que tout est permis pour son pays. En réalité, ce n'est pas comme ça. Mais oui, Staline est une figure très controversée pour moi. Pour moi, c'était United Nations monstre, mais United Nations monstre nécessaire, et il a fait ce qu'il fallait pour vaincre United Nations monstre encore plus grand. Mais oui, tu as raison, il était nationaliste et patriote, mais United Nations patriotisme très toxique. Je pense que la Russie mérite mieux. Mais à ce stade, tu sais, d'ailleurs, je laisse Staline aux Russes. Quand on me demandait d'où venait Staline, je répondais, il vient de la Russie, bien sûr. Et toi, tu venais bien de Géorgie? Oui, oui. Ne parle pas aux Goriens, parce que, oh non, 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 Staline est à nous. Staline est à nous. Vraiment? Les Goriens s'aiment Staline? Oh oui. Vraiment? Je ne le savais pas. Tu n'es jamais allé au musée Staline à Gori? Il a été entièrement rénové. Il est remis au goût du jour. Quand j'étais gamin. Non, non. Il était délabré. La première fois que je suis allé au musée de Gori, on passait juste en voiture. On allait ailleurs. J'ai dit, allez, on entre. C'était ma femme et moi qui sommes entrés, et la femme qui vendait les billets. Enfin, c'était en 2002, ouais, et elle vendait les billets. Il n'y avait pas de lumière. Tout était éteint. On se dit, attendez une minute, et elle descend en courant. On entend quelques United Nations crier. Allumez les lumières. Les Russes sont arrivés. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous étions les deux seules personnes dans ce musée. Ils ont retenu la personne. Ils ont allumé les lumières. Des gens sont arrivés. Ce musée, oh le musée a été complètement rénové. Énormément de monde, surtout des Européens. Il y a énormément de visiteurs. Donc oui, j'y suis allé, il y a United Nations j'ai emmené United Nations de mes enfants et United Nations amis de Nouvelle-Zélande. C'était en Géorgie, on y était en vacances, lui aussi était là. Alors, on est allé voir le musée de Staline. Waouh! Il y avait d'énormes foules et tout a été rénové, tout est nickel. C'est United Nations sacré changement. Tu vois, il y a 20 ans, c'était comme ça. Alors, oui, ne le dites pas aux Goriens, ils vont être très très fâchés. Ah, et les vendeurs de souvenirs, tout, absolument tout, portaient l'effigie de Staline sur n'importe quel objet imaginable. Et c'était Kiandel la BCC. Tu sais, c'est étrange, la vieille génération en Géorgie aime vraiment beaucoup Staline. Eux aussi. Et ce ne sont pas seulement les Russes. Certains le haïssent, d'autres l'adorent. Mais oui, j'ai des sentiments partagés. Je crois que c'était United Nations monstre, mais United Nations monstre nécessaire. Je ne crois pas qu'on puisse lutter contre une force comme le nazisme et Hitler en restant United Nations gentil. On n'a aucune chance, tu sais. Donc il faut être quelque United Nations de très rusé. Il faut voir clair dans ce qui se passe. Tu vois. Je dois partir pour United Nations autre appel. Ah oui, absolument. Mais terminons sur ceci à propos des monstres. Le grand parangon de la démocratie, Churchill, a fait mourir de faim 6 millions d'Indiens. Et je ne sais pas combien de centaines de millions ont été affamés sans pour autant mourir. Parce qu'il a volé tout leur riz et a nourri les îles britanniques en 1943. Et il a dirigé des camps de concentration et des chambres de torture dans toutes les colonies britanniques. Pourtant, on se souvient de lui comme du grand champion de la démocratie et tout ça. Ment. C'est sûr. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que les Russes doivent être prêts. Honnêtement, je crois que les Russes ont United Nations ennemis sérieux là-dehors. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas vu la Russie complètement démantelée. Ils ont déjà essayé dans les années 90 et ils recommenceront. Donc vous devez vous préparer. Ils ont beaucoup essayé. Ils essayent depuis l'an 12, lors de la première invasion pan-européenne. Ouais, ils tentent depuis longtemps. Mais oui, tu as parfaitement raison.
Merci, merci d'être venu, merci à tous. Laissez des commentaires pour Elisabeth et on reprendra plus tard. Merci, merci.